Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, salon Bipositive, et cet après-midi, avec les 4 personnes qui sont avec moi autour de cette table, nous allons parler start-up, nous allons parler transition énergétique. On va commencer par vous, Diana Gonzalez, bonjour. Vous êtes la fondatrice de Construtech Club, qu'est-ce que c'est ? Merci Stéphane. Donc, Construtech Club, c'est un club d'innovation qui accompagne les entreprises du secteur dans l'identification et dans l'adoption de nouvelles technologies qui vont les permettre d'améliorer la communication, d'améliorer les process, d'être en conformité et tout ça in fine pour que l'entreprise, la TPE, la PME, les grands groupes, puissent améliorer les marges, puissent être beaucoup plus rentables. Alors on ira un peu plus profondément dans ce que vous proposez aux startups. À côté de vous, monsieur Anthony Lampert, bonjour. Bonjour tout le monde. Votre start-up à vous s'appelle DefiBeam. Tout à fait. Donc, vous demanderez tout à l'heure de quoi il s'agit. On fait juste les présentations pour commencer. Ça marche. On va garder un petit peu de suspense. À côté de moi, monsieur Fabien Font, bonjour. Bonjour. Vous, votre start-up s'appelle Timothy. Tout à fait. Et on garde le suspense pour tout à l'heure. Et on garde le suspense. À côté de vous, monsieur Clément Rouge, bonjour. Bonjour. Et vous, la vôtre de start-up s'appelle Marmelade. Exactement, comme la confiture. Voilà, tout un programme. Diana, en quoi les startups que vous soutenez, que vous aidez, s'inscrivent dans la problématique de la transition énergétique? Pourquoi c'est important? Tout d'abord, nous avons une base de données des 600 startups. Parmi ces startups-là qui font partie du réseau, il y a certaines, comme Clément, comme Fabien, comme Anthony, qui travaillent tous les jours dans la transition énergétique, chacun à son niveau. Ce qui est intéressant, par exemple, aujourd'hui dans ce panel-là, c'est qu'il y a beaucoup de diversité. Je ne vais pas spoiler, comme on dit, mais c'est vraiment des solutions qui sont très différentes. On a des solutions très différentes qui nous permettent toujours de s'inscrire dans cette idée de transition énergétique. De transition énergétique d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans la partie conception, dans la partie chantier ou dans la partie gestion du bâtiment. Ça peut je ne vais pas spoiler, mais que ce soit des plateformes, des matériaux. Il y a différents types. L'innovation aujourd'hui n'est pas qu'une plateforme SAS. Aujourd'hui, l'innovation comprend beaucoup plus des choses. Ça va au-delà d'une plateforme. Voilà, on n'est pas du tout d'ailleurs dans des plateformes, là, pour le coup. Il n'y a pas que les plateformes. Il n'y a pas que les plateformes. En quoi c'est important qu'il y ait des startups dans le bâtiment, dans le secteur de la construction? Et comment vous les aidez, vous, très clairement? Pourquoi c'est important? Puisqu'aujourd'hui, le secteur du bâtiment, il est très loin par rapport à l'innovation. En fait, le secteur a besoin d'améliorer la façon de travailler. On le répète depuis des années. Ça fait 50 ans que le secteur construit les bâtiments de la même façon. Donc, on a besoin de construire plus vite, de construire plus durablement et avec des matériaux qui respectent l'environnement. Et ça, les startups peuvent apporter ça. Et aujourd'hui, les startups, ils peuvent apporter ça, bien évidemment. Chacun, d'une façon ou d'une autre, ils vont l'apporter. Et donc, nous, en tant que club, notre mission, c'est justement faire connaître ce qui fait chacune des startups-là pour qu'ils puissent rencontrer ses prescripteurs, ses clients et qu'on puisse tous ensemble améliorer les secteurs. C'est quoi la difficulté pour une start-up qui travaille dans le secteur du bâtiment? C'est de se faire connaître, c'est de montrer que son process, et je vous poserai la question après à vous, hein, c'est de montrer que son process est fiable, c'est d'aller le vendre. Quelle est la difficulté pour moi, je dirais 2. La première, bien évidemment, la visibilité, c'est faire connaître auprès d'un plus grand nombre d'entreprises. Et après, ce sont les processus internes. Ce n'est pas le fait que ça plaît ou ça ne plaise pas, puisque d'une façon générale, quand on se fait connaître, il a une appétence. Mais après, c'est les processus pour que la solution soit adoptée au sein des entreprises. Donc, ce sont des processus qui peuvent durer 4, 5, 6 mois, 18 mois, etc. Et pour certaines startups, il faut attendre d'avoir un chantier qui démarre pour pouvoir avoir un client. Pour avoir une première visibilité et puis pour ensuite pouvoir la déployer, tout simplement. Pour se déployer. Voilà. On va commencer par vous, pour Anthony Lampert. Vous allez nous parler de DefiBeam. DefiBeam, c'est quoi? DefiBeam, c'est une entreprise qui a pour l'ambition de démocratiser, dans le secteur du bâtiment, de démocratiser un peu toute la partie digitale numérique. Donc pourquoi BIM? Parce que BIM, ça veut dire BIM Information Modeling, donc la modélisation d'informations du bâtiment. L'objectif, c'est à travers une maquette ou plusieurs maquettes,
de centraliser toute l'information, que ce soit en phase programmation, conception, réalisation d'un projet ou en phase exploitation maintenance, de manière à exploiter et à optimiser les techniques énergétiques potentiellement qu'on va choisir et qu'on va ensuite exploiter et maintenir tout le long du cycle de vie du bâtiment. Alors ça, vous venez de nous décrire le BIM. Hein. Tout à fait. Vous, qu'est-ce que vous faites de plus, enfin, qu'est-ce que vous apportez dans cet ensemble de modélisation du bâtiment? Alors nous, on va aider par la modélisation à exploiter cette information dans la maquette. C'est-à-dire qu'auprès des architectes, auprès des bureaux d'études, on va les aider à utiliser, donc on a de la donnée qui va nous nous procurer de la métadonnée. Et avec cette métadonnée, on va pouvoir donner des tendances et faire des choix technico-économiques sur les solutions qu'on va choisir pour le projet. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret? Donc par exemple, sur un projet en conception, on va, en modélisant un bâtiment, sortir des métrés, des surfaces qui vont permettre de prédimensionner un système de chauffage, par exemple. Beaucoup plus rapidement et... à le faire d'une manière plus classique, on va dire. Tout à fait. Le BIM, c'est entre guillemets pas quelque chose de nouveau. On en parle depuis une dizaine d'années, voire un peu plus. En quoi vous, start-up, quelle est votre innovation? Alors nous, on est 3 associés, dont 2 qui proviennent du chantier. Donc en fait, c'est notre regard qui est notre vraiment valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'on part des besoins des entreprises et on remonte à quelles sont les données qu'on va pouvoir exploiter dans la maquette. Ça se présente sous quelle forme? C'est un logiciel? C'est un... Qu'est-ce que vous proposez? Quel est votre service? Qu'est-ce que vous vendez, tout simplement? Alors, nous, on vend une solution, un processus, en fait, un processus donc BIM, intégré, concret, qui s'adapte en phase soit conception-réalisation, ou aussi en tant que jumeau numérique sur la partie exploitation-maintenance. Alors, je vous remercie. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Je vous remercie. On reviendra vers vous après parce que vous aurez tous la même question sur justement comment vos startups peuvent s'intégrer dans cette idée de transition énergétique. Avec plaisir. Qui veut se lancer des deux? Alors allons-y avec vous. Allez. Fabien Font, société Timothy. Timothy, de quoi s'agit-il? Alors, Timothy, assez simplement, on est dans le monde du chantier. On est dans le monde du chantier et on est dans le monde du pilotage de chantier. Donc nous, notre solution, c'est une plateforme qui permet de manière collaborative de piloter les travaux et la logistique de chantier. Ça, c'est la base. Pourquoi on a fait ça? Parce que notre métier à nous, c'est d'essayer d'apporter de la performance globale. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas un secret qu'il y a quelques petits problèmes de performance sur les chantiers, les tenues des délais. Enfin, je pense que tout le monde a des histoires de délais pas tenus, la tenue des budgets. Et puis, sur les chantiers, cette non-performance induit une non-performance des entreprises. Donc, très clairement, les entreprises, elles, quand elles arrivent pour travailler, elles ne peuvent pas travailler, donc elles perdent du temps. Et ça amène forcément à de la surconsommation de ressources. Et cette surconsommation de ressources, c'est forcément un impact environnemental évitable, qui plus est. Voilà, donc l'idée, c'est d'optimiser, c'est d'être meilleur et c'est de mieux séquencer, d'avoir une meilleure méthode, c'est ça? C'est exactement ça. Le mieux séquencer, vous êtes quasiment dans le cœur du moteur. C'est de mieux planifier, de rendre prédictif les choses. Si on veut, on peut passer la petite image. Alors, il y a une autre image, je crois. La petite image d'après. Donc, si vous voulez, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez un monde multi-acteurs. Donc, sur un chantier, il y a peut-être des gens ici dans la salle ou sur le salon qui participent à des chantiers. Ils ne sont pas tout seuls. Et ils doivent tous faire des choses. Et ces choses dépendent des autres personnes et dans des lieux précis. Et aujourd'hui, les outils pour coordonner tout ça et faire du prédictif sont assez faibles. Et donc, nous, on est venu créer un outil planning qui permette de gérer les tâches lieu par lieu dans la plus petite maille possible et donc de coordonner les acteurs entre eux et de caler une logistique. Et aujourd'hui, on a même une actualité puisqu'on sort dans notre suite, on sort une 4e application qui s'appelle Timothy Recycle, qui va permettre de favoriser le tri collectif sur les chantiers. Et là, on est dans la transition. À vous.
Clément Rouche. Marmelade, Oui. qu'est-ce que c'est? Alors, Marmelade, à l'origine, rien à voir, c'est une application pour réviser le bac. On a trouvé un moyen très malin. On déverrouillait le téléphone, on répondait à des questions et on révisait le bac. Petit à petit, donc on a été la 5e app la plus téléchargée pour réviser le bac. Donc on avait cette techno-là, mais on ne savait pas trop quoi en faire. Et il y a des grands groupes, donc j'ai vu GRDF là, qui était notre premier client, qui sont venus nous voir, qui se sont dit putain mais nous on a des gens sur le chantier, on n'arrive pas à les former. Et du coup donc on leur a fait de la formation sur mesure. Et petit à petit, en discutant avec les acteurs, en comprenant leurs problématiques et en mettant vraiment leurs problématiques au cœur, on s'est rendu compte qu'il y avait un immense chantier qui n'avait jamais été exploré, qui était la formation habilitante. Grosso modo, pour entrer sur un chantier, on a besoin de son casque de chantier et de ses formations habilitantes sur l'électricité, sur les réseaux, etc. Nous, on s'est attaqué à ce problème-là avec notre techno et on a réussi du coup à sortir une manière de passer ces formations habilitantes qui est 2 à 30 fois plus rapide que ce qui se passe sur le marché. On arrive à les délivrer en 48 heures, partie théorique, partie pratique. On a toute une mise en réseau avec des partenaires aussi physiques, donc en gros, très concrètement, enfin voilà, ce sera plus simple pour tout le monde parce que voilà, je voyais dans tes yeux que ça commençait. Concrètement, déjà, juste pour ceux qui ne sauraient pas, qu'est-ce qu'une formation habilitante? Un gardien d'immeuble, en fait, il doit changer une ampoule dans son métier. Ça fait partie de son boulot. Et pour changer l'ampoule, il est obligé d'avoir une formation à l'électricité. Et ça se renouvelle tous les 3 à 5 ans. Donc c'est ça, en fait, ces formations habilitantes qui sont obligatoires pour lui pour bosser. Et le gardien d'immeuble, ce qu'on fait, c'est qu'on lui fait passer toute la partie théorique sur le téléphone. Et pour la partie pratique, il prend rendez-vous directement sur son téléphone dans un centre de formation partenaire à côté de chez lui, où on a des formateurs qui se déplacent directement sur son lieu de travail. Donc l'enjeu, en fait, c'est on a pris la formation habilitante, on a regardé tous les problèmes et on a essayé à chaque fois de gagner du temps, de gagner de l'efficacité, de mettre notre technologie du coup au service des professionnels. Et du coup, ça marche bien, on est content. Du coup, ça marche bien, on est content. Donc c'est bien. Mais sur cet aspect-là, vous allez plus loin que la formation habilitante finalement, si j'ai bien compris. Et c'est là où vous entrez dans notre sujet de transition énergétique. C'est-à-dire que vous allez proposer une manière de faire, une manière de gérer le bâtiment. On reprend l'exemple du gardien d'immeuble, peut-être un petit peu plus intelligente. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, tous les 3 à 5 ans, les professionnels du BTP, de la logistique, ils doivent faire ces formations habilitantes. Ça fait plaisir à personne, ça les fait suer. Enfin voilà, c'est une obligation. Et nous, on est une équipe assez jeune, mais même si c'est pas qu'une question de génération, mais on s'est dit c'est important pour nous aussi de parler d'écologie. Et on trouvait ça, en fait, la norme nous impose un minimum de connaissances à savoir, mais il n'y a pas de maximum. Donc en fait, on a rajouté des modules pour les gardiens d'immeubles, en fait, pour qu'ils gèrent leur électricité mieux, pour la consommation d'énergie, pour la gestion des déchets. Et en fait, on utilise ces moments qui sont des moments de formation obligatoires, qui font un peu suer tout le monde, pour passer en fait des messages d'écologie, parce que c'est le bon moment, quoi. Ils sont obligés, ils sont là, ils sont coincés. Donc allez, on va leur mettre aussi de l'écologie, parce que pour nous, c'est une évidence, quoi. Et ça plaît en fait après aux donneurs d'ordre aussi. Voilà, il y a ce besoin. Et on va plus loin finalement que la simple formation de base qui n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est d'être habilité, ou en tout cas de connaître l'intérêt, mais dans le sens où il faudrait aller plus loin et vous proposez quelque chose pour aller plus loin. Il y a une question que j'ai oublié de vous poser à tous les trois, c'est de quand date votre start-up, combien de personnes vous êtes? On va commencer par vous. Du coup, elle a 4 ans, on s'est créé en 2017. Et maintenant, on est 25. Donc vous n'êtes plus une start-up, vous êtes parti. Oui. Vous vous considérez encore comme jeune pousse? Ouais, en fait, oui. Enfin, start-up, la différence entre start-up et entreprise, enfin, ma définition, je vais le faire court, mais par exemple, c'est la différence entre Airbnb et Accor Hotel. C'est tous les deux des hôteliers. La différence, c'est que demain, Airbnb, s'il y a 1 million de plus de clients qui viennent, leur coût, en fait, leur charge reste fixe. Accor Hotel, s'ils veulent accueillir 1 million de plus d'hôteliers ou de personnes, ils sont obligés de construire des immeubles, etc. Donc, nous, on se considère encore comme start-up parce qu'en fait, là, actuellement, on a 4 formations au catalogue. On en a 15, on va en avoir, on espère de plus en plus. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on construise une belle machine, mais que nos charges restent fixes, alors que nos bénéfices peuvent s'envoler parce qu'on peut traiter de plus en plus de demandes sans forcément en ayant fait l'investissement productif au début. Donc, c'est pour ça qu'on se considère comme une start-up. Vous vouliez ajouter quelque chose et je vous reposerai la question après. Oui, une start-up, ce n'est pas simplement une entreprise qui démarre, comme on pourrait l'imaginer, puisque les mots en anglais. C'est une entreprise qui, normalement, a une connotation technologique. Donc, comme disait Clément tout à l'heure, il a la scalabilité. Donc, c'est une plateforme qui permet d'avoir un client ou 1 million de clients. La plateforme reste la même. Le nombre de salariés nécessaire pour rendre le service est le même, donc la scalabilité de l'entreprise, mais c'est aussi une entreprise qui a une méthode de travail qui est très proche
de ses clients et de ses utilisateurs. Et tous les services, son service, son produit, il est basé sur l'utilisateur, il est fait avec l'utilisateur final. Et ça, c'est important. C'est une façon de travailler. C'est comme le BIM, c'est une méthodologie, c'est comme la ligne construction, c'est une méthodologie. Bon, les startups, c'est une façon de travailler, c'est une façon de voir les choses. Allez-y sur qui vous êtes, mais je crois que vous vouliez réagir. Effectivement, je rebondis sur ce que tu disais. Nos prestations sont montées avec nos clients, très, très clairement. Et aujourd'hui, c'est en partant des besoins, de leurs besoins, qu'on fournit un service qui est totalement adapté et qui fonctionne pour ceci. Voilà. Alors allez-y, sur le combien, depuis quand et Alors, Défi où est-ce que vous voulez aller? Défi BIM, ça date de début 2019, donc 2 ans et demi maintenant, bientôt 3. On est 6 et où on veut aller, on n'a pas de limite. Donc aujourd'hui, on travaille partout en France. On a une équipe pluridisciplinaire composée d'ingénieurs en génie civil, d'architectes, d'économistes. Et notre objectif, c'est vraiment d'accompagner tout le secteur. Donc si demain on a l'occasion de travailler dans les dom-toms comme on a commencé récemment, c'est avec grand plaisir et on est ouvert, on est vraiment ouvert à l'international. D'accord. Oui, allez-y. Et si je peux me permettre une chose qui m'a beaucoup plu de Défi BIM quand ils sont arrivés chez Consultec Club, c'était que c'est démocratiser les BIM dans les chantiers. Et ça, c'est important. Donc, les BIM, ce n'est pas simplement pour les grosses entreprises, c'est pour toutes les entreprises, c'est pour tous les chantiers. D'accord. Ce n'est pas que de la conception, c'est du chantier, c'est aussi de l'exploitation qui pourrait rejoindre ce que fait monsieur. Mais vous focalisez sur le chantier, mais j'imagine qu'il y a des passerelles avec la conception et l'exploitation. Exactement. Au départ, déjà par notre réseau et d'où on provenait, on a travaillé beaucoup avec les entreprises, mais tout de suite, comme on travaillait sur le chantier et que nos solutions répondaient à des problématiques chantier, rapidement en conception, on s'est intéressé à ce qu'on faisait et aussi en exploitation maintenance. Donc aujourd'hui, on a un peu étendu notre champ et on travaille sur vraiment tout le cycle de vie du bâtiment et d'où l'importance, et on revient à notre sujet, à la transition écologique. La dépense énergétique d'un bâtiment, elle se fait pas seulement sur la réalisation du projet, mais surtout sur l'exploitation du bâtiment. Et sur cette exploitation, si on peut optimiser ces dépenses énergétiques, en optimisant les ponts thermiques, ce genre de choses, on va avoir une grosse influence non seulement économique, mais aussi écologique. Voilà, sur la suite. Timothy, combien de participants? Depuis quand? Nous, ça fait 3 ans qu'on existe et on va être 14 à la rentrée, là, puisqu'on est en train de recruter. Un peu comme Clément, ça se passe bien. Donc, on a plutôt trouvé nos clients et on est plutôt en phase d'accélération. Et pour appuyer un peu ce que disait Clément, moi j'ai clairement vu la différence. C'est-à-dire que j'ai déjà fondé une première société innovante qui n'était pas une start-up, qui est un organisme de conseil qui vise à développer le lean management dans la construction. Donc c'est innovant, c'est nouveau. Sauf qu'au moment de dire maintenant on va transformer le monde, on s'est dit il ne faut pas faire un chantier, il faut en faire 10, il faut en faire 20. Et puis on a commencé à multiplier les gens. Et puis on s'est dit comment on les recrute. Puis on ne les a pas. Et puis on s'arrête là. Et donc c'est pour ça qu'on a créé une start-up un peu en jumeau numérique de ce qu'on fait pour accélérer et vraiment être sur les faits maintenant. C'est le data center qui grandit en même temps que le nombre de clients, quoi. Il y a besoin d'un effet de masse. Et il y a besoin d'un effet de masse. Et puis après... une start-up, c'est aussi quelque chose d'innovant et assez bizarrement, on sort des sentiers battus. Enfin, on écoute beaucoup nos clients, mais en même temps, on vient leur proposer des choses disruptives auxquelles ils n'ont pas pensé. Et donc, même si on est là pour digitaliser à la fois les usages d'aujourd'hui, mais les usages de demain. Et donc, ça, c'est important. Et je pense que ce qui est important aussi quand vous dites ah oui, mais la construction, ça fait 50 ans, et puis là, il n'y a pas les startups qui sont venues. En fait, je pense que les startups, elles sont tout le temps dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est sur un chantier, on peut commander un Uber, on va commander sur Amazon, on est en contact en permanence, on va sur Facebook, on poste sur Instagram. Et je trouve qu'en fait, cette qualité de service que nous ont apporté les startups, avec aussi des dérives, des trucs comme ça. Des dérives et beaucoup de défauts. Hein. Et beaucoup de défauts, si mais je peux me permettre. je suis d'accord, mais en fait, cette qualité de service de se dire ah bah tiens, quand j'ai besoin d'un taxi, en fait, je le vois arriver et je le commande à l'avance et j'ai une facture digitale. Des trucs très bêtes, mais voilà, cette qualité de service-là, en fait, il n'y a pas de raison que ça ne se retrouve pas dans d'autres secteurs d'activité qui peuvent être dans la construction, dans le BIM, dans la formation. Et en fait, les startups sont déjà dans la vie de beaucoup d'entre nous.
Et il n'y a pas de raison que voilà, il y a des secteurs. Enfin voilà, on peut appliquer ça à d'autres. Allez-y. Bah oui, avec vous allez prendre... normal. Vous avez parlé de Uber. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'ubérisation du secteur du bâtiment? Comment vous faites pour éviter ce risque? Et vous avez la même question à tous les trois. Moi, le monde du bâtiment, je le connais beaucoup moins que mes personnes qui sont aussi à la table, donc je ne vais pas me projeter là-dessus. Mais en tout cas, pour les formateurs, on se rend compte que ça marche déjà comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, les formateurs, à part l'AFPA, Socotec et Veritas, qui ont leurs propres formateurs, chaque centre de formation, il n'a pas tout le catalogue en main. C'est-à-dire qu'en fait, il va passer avec des formateurs qui sont des auto-entrepreneurs qui vont passer de centre de formation en centre de formation. Donc, nous, c'est déjà un système qui marche comme ça, mais l'idée, nous, c'est qu'on recrute nos propres formateurs, qu'on les éduque à la manière Marmelade, qu'on leur paye leur formation, qu'on aille les chercher, qu'on leur inculque un nouvel esprit pour qu'ils puissent, justement, voilà, qu'on ne reproduise pas ce qui se passe actuellement dans le monde de la formation, qui est déjà en fait très ubérisé sans avoir eu besoin de l'arrivée d'Uber. Moi, j'ai une conviction par rapport à ça, et puis il y a eu une preuve aussi. On parlera d'une société qui s'appelle Catera, qui a voulu ubériser le monde de la construction. C'est qu'on est dans un monde déjà local. Chaque construction est quand même dans un environnement local, avec des entreprises locales, avec un sérail, comme on dit. Et nous, les startups, on est là pour les aider à mieux travailler ensemble. Et le savoir, ils en ont une grande partie, et les hommes font les projets. Mais si on peut les assister un petit peu pour les renforcer, c'est ça qu'on fait, quoi. On vient de la méthode. On leur apporte de la méthode, on leur apporte de la data pour, vous savez, être dans sa voiture et puis devoir respecter des panneaux de signalisation sans avoir un compteur qui dit à combien on roule, c'est plus dur. Pourtant, c'est quand même le conducteur qui décide encore aujourd'hui. Peut-être que demain, il sera ubérisé la voiture, mais voilà. Et donc, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que nous, on les aide à passer moins de temps à faire des choses inutiles et à plus de temps à faire des choses à valeur ajoutée. Et puis, Catera, je pense que tout le monde en a entendu parler. C'est une start-up américaine qui a coulé, qui est arrivée en disant trop dur de faire changer tout le monde. Nous, on va tout faire. Donc, ils ont décidé de fabriquer de la poignée de porte à la pose de tout sur le chantier, en passant par l'architecture. Ils ont coulé parce qu'ils ont oublié qu'on était dans un monde multi-acteurs et qu'on ne voulait pas tous une maison Catera, tout simplement, quoi. Et donc, aujourd'hui, nous, les startups, je pense qu'on aide les gens à travailler ensemble. Alors, on est un peu sorti du sujet. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur cet aspect-là ou... Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Et effectivement, dans le secteur du bâtiment, c'est un ensemble de partenaires qui a l'habitude de travailler ensemble. Et c'est aussi aux startups, en proposant des solutions disruptives, de s'adapter au réseau et aux partenaires qui travaillent déjà ensemble. Alors, je reviens à notre sujet de la transition énergétique et des startups dans cet ensemble, dans ce qu'elles vont apporter, dans ce qu'elles apportent. Et comment vous intégrez en fait la transition énergétique dans les différents projets que vous réalisez? Qui veut commencer? Moi, j'ai plusieurs réponses par rapport à ça. La première, c'est de justement que ça ne soit pas que focalisé sur la transition énergétique. C'est un peu comme quand on parle de sécurité, si on parle que de sécurité ou que de qualité, c'est la performance globale. Donc c'est de le mettre dans les paramètres d'une opération et pas simplement comme le paramètre phare. Parce que sinon, les gens, après, ça devient un effet de mode. Donc ça, c'est le premier effet. Et puis après, il y a plein de moyens. Je pense qu'on peut tous faire des efforts, chacun à son niveau. Moi, je parle du chantier et c'est vrai que ce n'est pas le chantier qui impacte le plus la transition énergétique du monde de la construction. C'est l'exploitation, c'est les bâtiments quand ils vivent, le fait de les chauffer. Mais on n'empêche qu'on consomme. On consomme plus de matériaux, on consomme plus de temps, on n'arrive pas bien à trier. Il y a les allers-retours. Quelqu'un qui ne fait pas bien sa tâche du premier coup, il faut qu'il revienne avec sa voiture, il va consommer du CO2. Tout ça, c'est peut-être... Ça paraît des petits gestes, mais si tout le monde fait des petits gestes, à la fin, on fait des grands pas. Et donc, je pense que, en tout cas, nous, chez Timothy, notre conviction, c'est la performance globale. Et le mieux maîtriser les ressources entraînera forcément une meilleure maîtrise de l'impact environnemental. Et puis après, on peut créer des applis qui favorisent. Parce que, je vous l'ai dit, trier sur un chantier, ça se sait. Mais quand on est en collectif et qu'il y a plusieurs entreprises, comment on fait pour que les bacs soient respectés, pour qu'il y ait bien que du vert dans le verre et tout ça, nous, on favorise avec des QR codes, des scans, des choses pour se prêter des bacs et les gérer. Donc voilà, je pense qu'on peut faire plein de petits gestes qui favorisent dans nos applis. Voilà, et vos applis le permettent et c'est comme ça que vous réfléchissez à la transition énergétique. À vous?
Il y a des grands projets qui sont lancés pour la transition énergétique. Je pense à la rénovation thermique des bâtiments. Donc, c'est quand même un immense chantier. Et ben pour ça, il faut être RGE. Il faut avoir le truc là-dessus. Mais pour être RGE, il faut de la formation. Et actuellement, je ne sais pas pour taper sur mes petits collègues, mais c'est vrai que la formation professionnelle, notamment dans le monde du BTP, c'est l'enfer, quoi. Faut appeler des centres de formation à droite, à gauche. On est envoyé dans des salles à l'autre bout du truc. Bah, voilà, nous, on essaie de digitaliser pour pouvoir former beaucoup de gens dans des bonnes qualités. On investit beaucoup dans le suivi, dans l'accompagnement, etc. Et oui, ces formations, c'est bien beau de dire on met des milliards pour la transition écologique, mais si les professionnels ne sont pas formés à ça, bah, ça ne se fera pas. L'autre formation qu'on est aussi en train de développer, c'est IRVE. IRVE, ça reste très technique en fait, mais c'est toute la... IRVE, dites-nous ce que c'est. Les bornes électriques. On parle d'installer des bornes électriques de partout, sauf que personne n'est formé actuellement pour installer ces bornes-là. Et ben nous, c'est des formations qu'on est en train de proposer. Et tous les petits jeunes actuellement qui installent de la fibre, et ben ils sont en train de se mettre sur IRVE. Et nous, on propose une solution qui correspond à leurs besoins, qui correspond à leur mode de consommation et qui est beaucoup plus efficace que d'aller dans un centre de formation à l'autre bout de la ville, quoi. Ces formations IRVE, elles sont à destination de qui alors? Vous dites tous ces petits jeunes. Ça veut dire c'est à destination d'auto-entrepreneurs, c'est à destination des entreprises qui les embauchent. En fait, oui, c'est parce que c'est un peu mon quotidien en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a eu un immense boom qui a été l'installation de la fibre. Donc on a fibré toute la France. Et ça a été un Eldorado pour... Presque. Mais 2023, c'est fini. Pas encore. Mais voilà, c'était un Eldorado pour beaucoup de petits jeunes qui n'avaient pas forcément de qualification et qui sont mis installateurs fibre, connecteurs fibre, les gens qui viennent chez vous, etc. Et là, vu qu'on arrive bientôt à la fin, ils cherchent à se reformer pour un autre domaine et on se rend compte qu'il y a un vrai basculement vers l'installation de ces bornes électriques de recharge. Tous les parkings de plus de 100 ou je ne sais plus combien de voitures vont avoir besoin de leurs bornes. Il y a une obligation maintenant et chez le particulier, il va y avoir aussi. Donc... Et sauf qu'il n'y a personne qui a ces habilitations pour installer ces bornes et nous, du coup, on participe à tout ça. Modestement. Une façon de participer à la transition énergétique. Voilà. À vous, comment vous intégrez tout ça? Et dans le BIM, on comprend bien, on sait déjà quand même que le BIM, c'est aussi fait pour ça. Tout à fait. Et notamment sur je vais prendre des exemples très concrets pour simplifier la compréhension. On part d'un bâtiment existant qui a été réalisé il y a une 50aine d'années. Il nous manque énormément d'informations. Ce qu'on sait juste, c'est qu'il y a une dépense, que c'est un bâtiment énergivore. Donc on n'a pas de dossier d'ouvrage exécuté. Donc on ne peut pas faire de diagnostic de performance énergétique sur ces bâtiments-là. Donc nous, on va intervenir et on va numériser ces bâtiments. Et ensuite, on va modéliser. Et par la modélisation, ça va être le support, la base pour faire ce diagnostic de performance énergétique. Donc, on va être le maillon en début de chaîne pour faire la transition énergétique des bâtiments. Tout de suite, vous intervenez. C'est quoi? C'est du nuage de points? C'est des Tout à choses comme fait, ça, hein. Exactement. Donc, ce qu'on a mis en place chez Defibim, c'est que le nuage de points, il ne sert pas seulement pour faire la modélisation, mais il sert aussi de support de collaboration pour tous les intervenants sur le projet. C'est-à-dire qu'on va mettre une visionneuse en place sur Internet, sur le cloud, où tout le monde va avoir accès pour justement circuler dans le bâtiment, prendre des mesures, faire des annotations. Et pendant le Covid, ça a servi notamment à ne plus se déplacer sur le projet et donc du coup prendre sa voiture et émettre du gaz à effet de serre. Et donc du coup, ça a été un élément crucial d'avoir cette visionneuse et de pouvoir virtuellement se promener sur le projet qu'on doit réhabiliter. Juste, on a employé un terme un peu technique, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Nuage de points, qu'est-ce que c'est? Alors le nuage de points, en fin de compte, c'est une technologie où on va avoir un appareil, alors soit statique, soit mobile, qui va circuler dans le bâtiment à l'aide d'une personne, bien sûr, et qui va balancer des centaines de milliers, voire des millions de points à la seconde sur tout son environnement. Et ces points ont tous une coordonnée X, Y, Z. Donc du coup, on va récupérer ce qu'on appelle donc un nuage de points qui va représenter le volume qui aura été capté sur place. Ce qui facilite grandement la tâche du maîtreur. Exactement. C'est un outil qui est aujourd'hui très apprécié, que ce soit des architectes, mais des maîtrises d'œuvre en général.
Diana, sur cette approche transition énergétique des startups, il nous reste une dizaine de minutes, donc je vais vous demander une conclusion que vous pouvez faire un peu longue. Dites-nous comment elles doivent... J'ai la pression là. Pas trop longue. Dites-moi comment elle peut... qu'est-ce que vous conseillez, vous, aux startups que vous coachez, on peut dire ça comme ça? Qu'est-ce que vous leur conseillez lorsqu'elles s'attaquent à la problématique transition énergétique? Ça va être une réponse un peu générale, mais que ça s'attaque à la transition énergétique ou à notre sujet, c'est toujours être au plus près de ses clients et de ses utilisateurs. En général, c'est ça, c'est comprendre comment... On ne traite pas la transition énergétique d'une manière différente qu'un autre sujet. Oui, mais dans ce cas-là, il faut être plus près de la rénovation, par exemple, si c'est une solution qui va traiter l'optimisation énergétique dans un bâtiment qui va être dans la rénovation plutôt que dans la construction, ou dans la partie pilotage. Vous voyez, donc il faut être plus près de ses clients, de ses utilisateurs pour comprendre bien comment ils travaillent aujourd'hui et qu'est-ce que cette solution-là il peut apporter et comment avoir les métriques. Comment on peut calculer les CO2 qu'on va économiser ou les trajets qu'on va économiser. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il est important de proposer, de se dire, ça, c'est de important. faire le bilan, de dire avant vous étiez là, maintenant vous êtes là. Est-ce que c'est quelque chose qui est important à savoir? C'est important pour l'entreprise pour dire je vais adopter une solution, qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement. Donc je vais adopter une solution qui va me permettre d'identifier les CO2 que j'émets dans la construction de mon bâtiment, parce qu'il va analyser tous les matériaux qui sont utilisés. Et cette solution-là, par exemple, il va les donner des nouvelles options, des nouveaux matériaux qui sont moins polluants. Donc c'est important pour l'entreprise de savoir quel est le delta entre les deux. Aujourd'hui, j'utilise TAL, la solution me propose TAL, bon, quelle est la différence? Et in fine, combien j'ai économisé au total, par exemple. Ça, c'est important. Une question pour tous les trois, c'est quelque chose que vous prenez en compte? C'est une information que vous essayez de donner? Là où je pense que c'est quand même important, c'est de se dire que c'est pas en fait aux acteurs privés, enfin start-up, entreprises, etc., de réaliser la transition écologique. En fait, le but d'une entreprise, c'est clairement de gagner de l'argent, de payer des impôts et d'élire des législateurs. Et je pense que nous, en fait, on est là pour suivre aussi les demandes du législateur. En fait, c'est que s'il y a une volonté politique, s'il y a des enjeux, on les connaît tous, tu vois. Et genre, c'est vrai que quand il y a des grandes décisions gouvernementales, où je trouve que voilà, c'est encore trop timide, trop long, enfin voilà, on est tous un peu au courant de ces choses-là, mais c'est vraiment au législateur en fait d'imposer des choses. Et nous, là, on pourra vraiment apporter, et tous les trois et tous les acteurs de la startup, c'est-à-dire qu'en gros, regardez, vous dites qu'on peut le faire en 5 ans, nous, avec nos outils, on va pouvoir le faire en 3 ans, on va le faire en 2 ans, et voilà, calculer tout ça. Mais je pense que s'il n'y a pas d'impulsion du législateur, c'est pas nous qui allons voir les entreprises en disant soyez plus verts, c'est pas leur rôle, c'est pas notre rôle. C'est vraiment voilà, d'accélérer cette transition-là et de la permettre en fait réalisable plus que de nous de l'insuffler, parce que c'est même si on a envie. Vous êtes en train de dire qu'il faut une contrainte? Oui, bien sûr. Comme pour tout. Mais en tout cas, pour la transition, même pour la transition écologique, elle ne se fera pas par le Saint-Esprit ou par des... On a besoin d'une contrainte, on a besoin de dire, si on a une passoire thermique, on ne peut plus le louer. Enfin, tu vois, c'est interdit à la location. Et c'est comme ça que, oui, les acteurs vont se mettre en action. Et c'est comme ça que nous, on va pouvoir accompagner ce mouvement-là. Mais ça va être compliqué, en tout cas, pour ma part, avec mes 25 employés, d'insuffler une transition écologique, quoi. Oui, mais ça peut être une contrainte, mais ça peut être aussi un bénéfice. C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi, complètement d'accord. Mais ça peut être aussi dans le cas contraire. C'est-à-dire, si l'entreprise elle voit qu'elle peut faire des économies parce qu'elle va utiliser une solution qui va lui permettre d'aider, c'est génial. C'est comme quand on a acheté, quand on allait dans les magasins et on avait des sacs en plastique. Aujourd'hui, on les vend. Donc aujourd'hui, on les achète à 20 centimes. Donc finalement, ça bénéficie tout le monde. Donc c'est pareil, si l'entreprise elle voit qu'il peut faire des économies, mais tant mieux. Ça va les inciter. Votre réaction là-dessus? Moi, je pense que on est des entreprises. On est des entreprises et en tout cas, chez Timothy, on a une conviction. C'est que l'avenir sera vert ou sera plus compliqué. Et on le voit bien. Enfin, je pense que sera vert ou sera plus compliqué. Donc par rapport à ces convictions, nous, on fait tout pour favoriser, que ce soit de manière directe ou indirecte, cette transition-là,
en accélérant, très concrètement, comme on peut construire beaucoup plus vite avec Timothy, ça va accélérer la transition énergétique, hein, en favorisant des petits gestes comme le tri, en favorisant la mutualisation de moyens de levage pour éviter que 3 personnes amènent chacun un Manitou sur un chantier, on n'en amène qu'un seul et on le partage. Voilà, donc je pense que via nos convictions, on peut aider. Et de toute façon, si on veut être une start-up qui change le monde, enfin, en tout cas, nous, je pense qu'on est tous autour de la table convaincus qu'on arrivera à changer un peu le monde, forcément, le monde de demain, il sera différent d'aujourd'hui et on a un challenge devant nous, c'est la transition environnementale. Donc il faut qu'on y participe et il faut qu'on la favorise. Sur ce sujet-là ? Et surtout, proposer aussi des solutions qui aujourd'hui n'existent pas, disruptives, et ne pas donner de limites. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même à dire... Enfin, on va dans un sens, par exemple guidé par des politiques ou ce genre de choses, mais ne nous donnons aucune date, aucune limite, et trouvons des solutions. Des fois, je pense qu'il faut trouver des solutions avant les politiques. Hein. Oui, bien sûr. Mais... je vais vous demander à tous les trois une conclusion. Je vais vous demander en fait comment vous allez développer, qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir. Est-ce que vous avez d'autres idées et comment vous développez aujourd'hui votre start-up? Comme vous aviez la parole, allez-y. Merci. Alors nous, à court et moyen terme, on a dans l'idée de développer une plateforme collaborative où toutes nos solutions digitales, donc sous forme de protocole qu'on a mis en place pour nos clients, on puisse le mettre grâce à un accès à n'importe qui dans le domaine du bâtiment. Donc n'importe quel intervenant, architecte, ingénieur plomberie ou conducteur de travaux, chef de chantier. Le but, c'est que tout le monde ait accès à un maximum d'informations pour accélérer cette transition écologique. Merci. Quels sont vos projets pour votre start-up? Donc là, du coup, il y a un fonds anglais qui est rentré au capital de Marmelade. Donc on est très content. Et c'est ça qui nous pousse vraiment sur ce côté aussi européen. Et en fait, on se dit, des normes électriques, que ce soit en Pologne, en Espagne, au Portugal, en Angleterre, en fait, c'est toujours les mêmes contraintes, les mêmes besoins, etc. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à une quinzaine de formations au catalogue et très vite, en fait, aller essaimer un peu dans toute l'Europe, essayer d'aller voir, parce qu'il y a les mêmes problèmes, essayer d'aller apporter nos solutions partout en Europe. Partout en Europe. Exactement. Et vous-même? On a plusieurs challenges, mais le premier, c'est de grandir. Parce que pour changer le monde, il faut quand même que ça soit un peu disponible partout. Donc, un peu comme Marmelade, nous, on est en pleine levée de fonds pour agrandir plus vite, à la fois en France et à l'international, où on est déjà présent. Et puis, effectivement, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on doit développer maintenant comme nouvelle application encore pour faire grandir notre suite. En ce moment, on parle d'applications pour favoriser la réhabilitation des logements occupés, voilà, des choses comme ça. Donc on est encore dans la transition énergétique. Voilà. Avec un point de vue planning, mais c'est la transition énergétique qui est derrière. Diana, vous avez le mot de la fin. Je voudrais une petite réaction sur ce qu'on vient d'entendre et puis sur les développements qu'il peut y avoir dans ce cadre-là de start-up et de transition énergétique. Moi, j'ai retenu 3 mots. Le premier mot, c'est que les startups aujourd'hui ont la vision de changer le monde. Et la transition énergétique, c'est quelque chose qui nous concerne à tous. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Clément, c'est les petits jeunes. Mais en fait, oui, on est tous ces petits jeunes qui ont envie de changer le monde, qui ont envie de laisser la verdure partout, à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc, c'est une conviction qui existe aujourd'hui dans les startups. Deuxièmement, oui, c'est vrai qu'il faut une contrainte. La partie légale, ça peut aider. Mais c'est surtout, et j'insiste là-dessus, si le chef d'entreprise, je parle d'une TPE, d'une PME, si le chef d'entreprise, il voit qu'il y a un gain à niveau financier, à niveau du temps, ça va l'inciter encore plus d'aller vers ce voie-là, de la transition écologique. Ça, si ça touche la poche, voilà, c'est le cercle. Le cercle est vertueux. Exactement. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV donc pour nous présenter vos startups. J'imagine que vous avez tous un site internet puisque vous êtes des startups, vous êtes sur le net partout. Merci à vous Diana. Il y a une chose que je n'ai pas dit, c'est que vous êtes aussi partenaire avec le magazine Planète Bâtiment et à chaque numéro de Planète Bâtiment, il y a un article de Construtech Club sur les startups qui font l'innovation dans le bâtiment.
Voilà, donc merci. Une émission à retrouver sur notre Merci à vous. site Bâti-Journal TV, à retrouver également donc, sur les sites de nos partenaires que sont le Salon Bipositive et le magazine Planète Bâtiment. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.